Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de la Société française de santé publique pour ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine européenne de santé publique de UFA, l'Association européenne de santé publique dont nous sommes membres. Le thème transversal de l'édition de 2020, évidemment, est consacré à l'épidémie que nous traversons depuis le début de cette année et en particulier depuis le début du printemps. Je suis François Verdugo, le délégué général de la SFSP, et j'aurai le plaisir d'animer cet échange avec l'appui de Benjamin Soulier, qui est chef de projet au sein de l'association. Cet événement en ligne, c'est une première pour nous, et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir 4 intervenants et intervenantes autour d'un sujet qui intéresse les acteurs du monde de la santé, bien sûr, mais au fond qui intéresse toutes les citoyennes et les citoyens, qui est celui des normes comportementales en temps d'épidémie. Partout dans le monde, ce nouveau coronavirus confronte les populations à l'adoption de comportements d'hygiène ou d'utilisation d'équipements de protection tels que les masques. Ces recommandations sanitaires, dont la non-adoption peut être assortie de sanctions, on y reviendra, sont érigées en normes comportementales d'une manière ou d'une autre. Et nous voulions mettre en perspective la façon dont ces normes sont promues et adoptées par la population, ou dont leur respect est contrôlé, parfois sanctionné, mais également aborder la question des leviers de la promotion de ces normes ou de leur adoption. Comment favoriser l'adoption de ces recommandations sur le moyen et le long terme, dans la perspective où il va probablement nous falloir nous habituer à vivre avec ce virus pendant un certain temps. Quelles sont les sources de la construction de la norme sociale, ses excès, les risques de détournement ou de création d'inégalités? Dans quelle mesure, nous, acteurs de santé, ne sommes-nous pas les artisans, contre notre gré bien sûr, d'une potentielle stigmatisation à travers la promotion de recommandations vis-à-vis de personnes qui ne les respecteraient pas ou pas tout à fait? Par exemple, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux mettant en scène des transgressions, entre guillemets, à ces recommandations sont un exemple de ces enjeux. Finalement, dans ce contexte-là, quelle place pour une éducation critique, pour la littératie en santé ou pour l'empowerment? Alors, pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 intervenantes et intervenants. Chantal Van Dorn, qui est chercheuse en promotion de la santé et directrice d'une équipe à l'Université de Liège, qui s'appelle Émancipation sociale, santé des populations, réduction des inégalités. Belgacem Sabri, qui est médecin de santé publique et président de l'Association tunisienne pour la défense du droit à la santé. Roxane Borges da Silva, économiste de la santé, professeur agrégé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et enfin, Yves Charpak, qui est médecin de santé publique et vice-président de la SFSP. Avant de leur donner la parole, sachez, spectatrices et spectateurs, que vous pouvez poser des questions à nos intervenants en postant un commentaire sur la page YouTube de cette vidéo en direct. Bonjour à toutes et à tous encore une fois. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire les unes et les autres en quelques minutes finalement quelle est la situation dans votre pays au regard de ces mesures de prévention? Quelles sont les mesures qui sont promues? Comment elles le sont? Qu'est-ce qu'on sait de leur appropriation? Est-ce qu'on a des données sur l'usage et l'appropriation de ces mesures? Et éventuellement, quelles sont les normes légales ou réglementaires qui s'y appliquent? Chantal, est-ce que vous voulez bien commencer pour la Belgique? Oui, bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation. Donc en Belgique, moi je distinguerais pour ce qui est des mesures, pour parler des mesures de prévention, la période que nous avons connue entre le 15 mars et le début de cette semaine, début mai, où nous étions dans un confinement relativement strict, ce qui veut dire que c'est le confinement et la distanciation sociale qui étaient les normes les plus prégnantes, avec éventuellement des amendes pour des personnes qui ne respecteraient pas le confinement, donc qui circuleraient en rue avec des membres autres que les membres de leur famille immédiate ou avec un seul ami ou amie. Des mesures de fermeture des entreprises qui ne respecteraient pas les normes de distanciation physique.
Donc, ça, ce sont effectivement les mesures légales. Vous m'aviez demandé de parler d'éventuelles sanctions. Alors, bien sûr, on a promu, outre la distanciation physique, classiquement les gestes barrières tels que le lavage des mains et le port du masque. Ça a été une information qui a varié avec le temps. C'est une norme qui est en train de s'installer depuis, je dirais, une dizaine de jours à partir du moment où on a commencé à parler de déconfinement. Avant cela, la question du port du masque a surtout été évoquée dans les milieux hospitaliers et puis dans les milieux, les institutions comme les maisons de repos, les institutions d'accueil pour les personnes handicapées, mais a été peu recommandé dans la population. Il y a évidemment toute une série de suspicions qui portent autour de cette recommandation du port du masque, puisque beaucoup dans la population pensent que la recommandation varie en fonction de la disponibilité réelle de masques. Mais bon, clairement, je pense que du point de vue des normes, il y a eu la phase jusqu'au début de ce mois, et puis maintenant, on a une phase, je dirais, plus délicate, parce que les personnes recommencent à circuler, recommencent à travailler plus, recommencent à pouvoir aller dans les magasins, se pose alors la question, est-ce qu'il est bon ou pas de porter un masque dans les magasins? Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, mais ça devient quand même une norme sociale. Donc, on est dans une période de transition. Pour ce qui est des indicateurs, on a eu peu d'indicateurs de respect des mesures, si ce n'est par le biais de la géolocalisation des mobiles, où on a pu avoir des données sur le nombre de kilomètres que les utilisateurs finalement parcouraient à partir de leur domicile. Et donc, enfin, sans identification, mais on a pu quand même suivre l'ampleur des mouvements. Et on a eu une enquête sur l'autodéclaration du respect des mesures, enquête qui a été réalisée par l'Institut de santé publique. D'accord, merci pour ce point de situation sur la Belgique. Monsieur Sabri, qu'en est-il en Tunisie? Bonjour à toutes et à tous et merci à la Société française de santé publique pour cette opportunité qui nous permet donc de partager les expériences donc, des uns et des autres. Pour ce qui est de la Tunisie, donc le confinement a commencé début mars et effectivement à cette époque-là, donc il y avait un certain nombre de mesures barrières qui ont été décidées par les autorités sanitaires, qui étaient toujours donc en communication avec l'Organisation mondiale de la santé, donc notamment pour les mesures à prendre, etc. Et comme vous le savez, donc tout à fait au départ, l'OMS n'avait pas tenu en dehors de la distanciation sociale, donc à l'histoire des masques. C'est venu par la suite, mais il y avait donc un certain nombre de mesures qui ont été décidées par les autorités sanitaires pour le public, mais aussi pour le personnel de santé dans les différentes structures sanitaires. Et il y avait quelques petits problèmes donc, de logistique au départ, parce qu'effectivement, il n'y avait pas suffisamment d'offres sur le marché, donc au niveau des masques notamment. Et ce n'est que plus tard que ce problème donc, a été partiellement résolu. Donc, suite à l'intervention des autorités sanitaires, mais aussi du gouvernement, il y avait, les messages ont été relayés par la presse, par les médias. Et les médias ont joué un rôle extrêmement important parce que non seulement ils répercutaient le message donc,
pour les mesures barrières et pour la protection individuelle et collective, etc., mais également tenait à mettre en relief les manquements à ces messages, et les manquements essentiellement par les autorités. Donc, il y avait quand même le président de la République qui était critiqué à une ou deux reprises pour ne pas avoir porté le masque. Il y avait le chef du gouvernement et le ministre de la Santé qui ont été critiqués pour avoir inauguré en grande foule un hôpital, un service de réanimation qui a été offert par un mécène donc au niveau d'une région. Et il y avait dans les réseaux sociaux un certain nombre de manquements qui ont été aussi annoncés, et ça a permis en quelque sorte de rectifier un peu le tir et de faire en sorte que l'exemplarité puisse être de rigueur donc, au niveau de ces messages. En réalité, il n'y a pas eu d'indicateur quantifié donc, pour mesurer un peu le respect de cela. Mais on peut le voir à travers donc, les médias qui reflètent un peu le port du masque, la distanciation sociale dans certains magasins. Dans les magasins, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les recommandations du gouvernement étaient quand même assez sévères. Il fallait prendre un certain nombre de mesures. Donc, c'était le personnel des magasins qui se tenait devant les magasins pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes en même temps, que les différents magasins puissent s'organiser pour permettre à la distanciation sociale de fonctionner. Les pharmacies ont façonné un peu l'approche de servir la clientèle. Donc, il y avait des fenêtres, il y avait un certain nombre de mesures qui ont été faites. De même pour les moyens de transport public, donc, où il y a eu un certain nombre de mesures tout à fait au début, avant le déconfinement, pour le personnel qui était nécessaire à fonctionner. Il y avait à peu près 10% de la population donc, active qui était autorisée, donc, notamment le personnel de santé donc, pour pouvoir se déplacer dans les transports publics, etc. Donc, il y avait un certain nombre de mesures. Donc, pour les indicateurs, il n'y a pas eu réellement de chiffrage donc, de ce respect, mais indirectement, donc, on pouvait savoir à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, l'ampleur de respect de ces normes. Les mesures, dès que le déconfinement a commencé donc, à fonctionner, donc, il a été mentionné que le port du masque doit être rendu obligatoire. Il n'y a pas eu de texte l'obligeant pour le moment, comme ça a été fait par exemple au Maroc, mais c'est vivement recommandé, et surtout que maintenant on commence à avoir donc, dans les pharmacies les masques qui sont devenus de plus en plus disponibles. Voilà donc grosso modo ce qui a été fait. Donc le modèle pris un peu des grands responsables et des commis de l'État, à commencer par le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre de la Santé, donc, où l'exemplarité était quand même soulignée. Les choses sont en train de s'améliorer un peu dans ce sens, mais on a constaté que la société civile a quand même joué un rôle extrêmement important pour relier aussi les médias dans ces mesures donc, de protection individuelle et collective. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, en préparant ce webinaire, Roxane Borges da Silva, vous m'avez dit au Québec, il n'y a pas de coercition et les gens ont été exemplaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, d'abord, merci pour cette invitation à participer à cette webconférence. Avant de vous parler des mesures qui ont été mises en place, je souhaite quand même rappeler que la santé est de juridiction provinciale et non pas
national, si je peux dire. Donc, chaque province a son système de soins de santé et ses mesures. Donc, évidemment, je vais me concentrer sur le Québec parce que si je me mets à vous parler de toutes les provinces, ça va être très, très long puisqu'il y a des variations entre chaque province. Alors, il faut savoir que le début de la pandémie, en fait, a commencé. En fait, nos premiers cas ont été déclarés autour du 27 février. Et très rapidement, à partir du 13 mars, on a mis en place des mesures de distanciation physique, fermeture des écoles, des commerces, sauf les services essentiels, évidemment, comme épicerie, pharmacie, services de livraison de courrier. Toutes les activités sportives et culturelles ont été annulées. Et en fait, des points de presse avaient lieu tous les jours par le Premier ministre, la ministre de la Santé et le directeur national de santé publique. Donc, tous les jours à 13h, il nous faisait un point de presse et rappelait les recommandations des gestes barrières, lavage des mains, tousser, éternuer dans son coude. Et c'est là que l'interdiction aussi des rassemblements a commencé. Puis, petit à petit, on a même fermé les régions éloignées. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le Québec, par exemple, il n'était plus possible pour des Montréalais d'aller en Gaspésie ou d'aller même à Québec ou d'aller au Lac-Saint-Jean. Et des contrôles de police ont été mis en place sur les autoroutes clés où, en fait, on n'a pas tant mis de contraventions. C'était beaucoup plus des avertissements et on demandait aux gens de retourner sur leurs pas si ils n'avaient pas de justification à se déplacer entre les régions. Donc, comment ces mesures ont été mises en place? Comme je vous disais, par des points de presse tous les jours. Comment elles ont été promues par des points de presse tous les jours, par des messages publicitaires à la télévision, à la radio, sur les médias sociaux et des prospectus dans les boîtes aux lettres qui ont été distribués dans toutes les maisons du Québec. Depuis quelques jours, et seulement depuis quelques jours, on commence à parler du port du masque. Et depuis quelques jours, le port du masque est recommandé, très fortement recommandé, dans les espaces publics et dans les milieux clos, dans les endroits clos. Après, sur la question, donc en fait, je veux juste revenir sur votre phrase du début. Oui, c'est-à-dire que en fait, au Québec, on a fait le choix d'être plus incitatif que coercitif. C'est-à-dire que les commerces ont été fermés, les écoles, etc. Mais on n'a pas appliqué des mesures comme vous l'avez fait en France, avec une interdiction de sortie de la maison sans attestation. Les gens avaient le droit de sortir de chez eux. La seule chose qui est interdite, c'est les rassemblements. Donc, c'est sûr qu'on a eu, comme sûrement chez vous, des dénonciations de rassemblements et des sanctions qui auraient pu être appliquées avec des amendes qui étaient appliquées. Mais c'était vraiment la seule mesure coercitive, si je peux dire, qui a été mise en place, c'est l'interdiction de rassemblement. Qu'est-ce qu'on sait de l'appropriation des mesures et quelles données a-t-on? Les seules données qu'on a, malheureusement, c'est celle de Google qui a sorti des statistiques qui montrent que les Québécois ont été exemplaires. Et par rapport aux autres provinces du Québec ou même par rapport aux États-Unis, où on a très peu, les déplacements des Québécois ont énormément réduit, ce qui montrait, selon les données de Google, ce qui montrait qu'ils respectaient bien les recommandations de confinement sans avoir eu à vivre des mesures coercitives. Puis, je pense que ça fait le tour de votre question. Par rapport aux normes légales, comme je vous disais, réglementaires, en fait, les seules sanctions qu'on avait, c'était vraiment sur les rassemblements et des avertissements pour les personnes qui se déplaçaient. On leur demandait de retourner chez eux si leur déplacement n'était pas justifié. Ok, merci. Pour clore un peu ce petit tour de piste, Yves, est-ce que tu peux nous parler de la situation française et de ton analyse de ça? Il faudrait qu'il se démute. On ne t'entend pas. Alors, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a un panachage de différentes choses et qu'en fin de compte, on a des pays qui ont fait des choses différentes et qui ont fait des choses qui se recoupent sur certains aspects. Simplement, la France a été le premier pays où il y a eu des cas en Europe, il faut le rappeler, les premiers cas. Et puis, il y a eu, comme on est dans un dans un pays très centralisé, où les décisions sont prises vraiment au niveau central et sans discussion, d'une certaine façon. Alors, il y a des discussions, mais il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est les leaders nationaux qui décident. On est passé d'une situation où, paradoxalement, on avait presque l'impression qu'il n'y avait pas énormément de risques,
à un risque majeur, c'est-à-dire qu'on a même eu des élections un soir où tout le monde s'est déplacé pour aller voter et le lendemain, il y a eu confinement. C'est quand même extraordinaire. Et ce confinement a été décidé de façon très, très, très forte. Alors, il était à la fois plébiscité parce que tout le monde a commencé à avoir extrêmement peur parce que les médias étaient remplis de scènes des hôpitaux débordés, des réanimations débordées et que, en fait, personne n'avait vraiment envie d'aller se promener à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'indicateur vraiment, en dehors du fait qu'il y a eu quand même beaucoup là, de mesures de contrôle de police en tout genre, avec parfois des mesures qui étaient prises de façon temporaire. Tout d'un coup, on n'avait plus le droit de faire du sport, on avait le droit, mais on avait le droit à certaines heures. Et donc, la police verbalisait immédiatement, d'ailleurs, sans beaucoup de discussion. Du coup, c'était notre indicateur, c'est le nombre d'amendes qui ont été mises. À un moment donné, c'était les seuls indicateurs qu'on avait. Mais la réalité est probablement que la plupart des gens ne sont pas sortis de chez eux, ou très peu, ou ils allaient faire des courses en se protégeant pas particulièrement, mais les magasins et effectivement tous ces secteurs absolument essentiels qui sont la distribution alimentaire et quelques autres secteurs, à part la santé bien sûr, ils avaient pris quelques mesures pour une part d'entre eux, mais presque spontanément et sans y être totalement obligés. Alors il faut dire qu'on a été en même temps, en parallèle, on avait un discours national extrêmement ambigu sur tous les outils de prévention, tous les outils de protection, les mesures barrières. Donc le masque, on nous a dit pendant des semaines que ça servait à rien, c'était pas la peine, que les experts et les professionnels considéraient que ça servait à rien. Et puis on manquait de gel hydroalcoolique. Paraît-il pénurie d'alcool, ce qui en France est un petit peu surprenant, mais bon, ça, on pourra en rediscuter. Enfin, ça a fini par se régler. Et donc, il n'y avait pas de quoi se laver les mains à l'entrée des commerces, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique dans les pharmacies, les masques étaient en distribution très, très contrôlée, y compris pour les professionnels de santé qui n'en avaient pas assez. En même temps, on nous disait, mais s'ils sont là, ils sont presque là, on les a commandés, ils vont arriver. Voilà. Donc, une très grande ambiguïté du discours, et du discours qui était un peu unique parce que le droit à la parole, là, était quand même très national. Et du coup, là, les citoyens ont dû se faire une idée par eux-mêmes. Et c'est un petit peu ça sur lequel on pourra peut-être discuter, mais je crois qu'on a eu un déficit de communication lié au fait qu'elle était tellement centralisée qu'elle a été ambiguë pendant longtemps. Alors aujourd'hui, évidemment, levée du confinement, et donc c'est là que arrive tout d'un coup la réalité de ces gestes barrières, mais on est encore avec des discussions d'experts et de réglementation sur est-ce qu'il faut se mettre à 1 mètre, à 2 mètres. Alors quand on ne marche pas, c'est 1 mètre, quand on marche, c'est 2 mètres, quand on fait de la course, c'est 5 mètres, quand on fait du vélo, c'est 30 mètres. Il y a tout un discours absolument confusant, j'ai envie de dire. Les masques, les experts continuent à dire « Ah, mais le FFP2, le masque chirurgical, le masque en tissu fait soi-même ou le masque en tissu avec des normes qui sont arrivées très tardivement de nos organes de certification. » Pour finir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est protégé ? Avec un déficit sur la discussion autour de à quoi sert un masque. Et c'est sûr qu'un masque ne sert pas à la même chose à un chirurgien ou à un dentiste, et puis à quelqu'un qui se promène dans la rue. Et cette question de la question que la santé publique a peut-être ratée dans l'explication, c'est qu'on met un masque pour protéger l'autre, et que l'autre nous protège en mettant un masque. Alors qu'en milieu de soins, c'est souvent un peu, c'est quand même un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la question de la perfection de la protection qui devient très importante, alors qu'elle est beaucoup moins importante en termes de propagation d'une épidémie dans la population. Voilà, donc j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, mais je suis assez vocal sur le fait que nos messages n'ont pas été… Quand je vous entends, je vous envie
presque de la clarté des messages tels que vous les racontez. Je pense qu'on a eu un petit… Alors, c'est peut-être pas en Belgique où j'ai l'impression, et de ce que j'en sais, il y a eu aussi parfois des… Mais la Belgique a moins réagi que la France. Et du coup, en France, aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est presque de la résistance gauloise aux gestes de protection en disant on nous raconte n'importe quoi et donc pourquoi est-ce qu'on croirait ça? Alors, écoute, premier tour de table très, très riche. Il y a des réactions. Roxane, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, en fait, j'aimerais juste revenir, même si je dresse un portrait qui a l'air idéal de la situation au Québec, j'aimerais juste que vous sachiez qu'on a eu, nous aussi, des déficits de communication énormes, mais qui sont, pour une grande part, dû, selon moi, aux données probantes qui sortaient au fur et à mesure et qui n'étaient pas disponibles en fait pour légiférer ou pour adopter des normes réglementaires. Alors, je vais revenir sur l'exemple du masque. Pour vous donner un exemple, en fait, nous, le masque, par exemple, dans les établissements de soins de longue durée, ce que vous appelez les EHPAD chez vous, qu'on appelle les CHSLD chez nous, n'était pas obligatoire jusqu'au 4 avril pour les travailleurs de la santé. Mais c'est juste à la fin du mois de mars que les premières données, les premières études scientifiques valides ont commencé à sortir en indiquant qu'il y avait une possibilité d'être un potentiel d'être porteur asymptomatique et contagieux. Donc, c'est à partir de là, le 4 avril, qu'au Québec, on a mis en place le port du masque obligatoire dans les établissements de soins de longue durée pour tous les travailleurs de la santé. Peut-être que c'était dû aussi à un problème de pénurie de masques. Comme vous, on manquait d'équipements énormément et nos voisins du Sud se faisaient un plaisir d'aller négocier dans les aéroports de Chine à plus haut prix les équipements qui étaient destinés au Canada. Donc, on a eu cette concurrence difficile à gérer, un manque d'équipement et donc, en fait, un déficit de communication aussi de notre côté. Et je pourrais vous en parler. Il y a le port du masque, par exemple, qui vient juste de commencer d'être recommandé, mais il y a aussi des discours contradictoires, par exemple, pour les travailleurs dans les systèmes d'éducation. Je vais finir juste sur ce point-là, où on nous a dit en fin de semaine dernière que les travailleurs en éducation qui avaient 60 ans et plus devaient être retirés du travail parce qu'ils avaient des conditions, en fait, ils pouvaient attraper la maladie et avoir des complications de la COVID-19 plus rapidement. Finalement, non, excusez-moi, d'abord on avait dit, ouais, c'est ça, les 60 ans et plus, puis après, 2 jours après, le gouvernement s'est ravisé en disant non, c'était juste les 70 ans et plus, parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'on aurait une pénurie d'enseignants et de personnel dans les écoles aussi, et qu'il fallait pallier à cette pénurie, et que finalement, en fait, c'était juste les malades chroniques qui allaient être retirés entre 60 et 70 ans, et non pas uniquement, toutes les personnes de 60 ans. Donc, vous voyez, on vit ces discours contradictoires aussi au Québec, mais sûrement pour des questions de données probantes, mais sûrement pour des enjeux contextuels comme les pénuries de ressources humaines. Très bien. Alors, juste avant de vous adresser une question qui vous a été adressée par un spectateur, je voudrais aborder pour vous tous et toutes la question de l'incertitude. C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés, et Roxane vient d'en parler, à cette question majeure de l'incertitude et de l'édiction de recommandations qui ensuite, de fait, acquiert un statut de norme d'une manière ou d'une autre. Comment on gère ça dans un contexte pareil et comment on prend en compte cette tension qu'il y a entre les données dont on ne dispose pas ou pas encore et puis la réponse qu'on demande aux individus, à laquelle on demande aux individus de contribuer. Qui veut intervenir là-dessus? Chantal? Ça va. Oui, moi je veux bien. Je trouve que c'est justement une question intéressante dans la phase dans laquelle nous sommes dans la plupart de nos pays pendant ces dernières semaines, où on commence à déconfiner, à réautoriser une série d'activités, à permettre à la population de circuler un peu plus. Parce que je crois que le choc, la prise de conscience a été en même temps si rapide au mois de mars que on a voulu donner des informations un peu massives, un peu claires. Et donc, on a peut-être
tout en communiquant quand même sur le fait que la science était en train de se construire par rapport à la maladie. On n'a quand même pas beaucoup parlé de l'incertitude sur les moyens de contrer la propagation de l'épidémie. Or, maintenant que l'on réautorise l'ouverture de toute une série d'activités, la circulation de la population, on va avoir besoin d'informer, je dirais même de former la population à cette incertitude, parce que ça explique, je crois, une bonne part des difficultés de communication. Bien sûr, il y a quelquefois de la maladresse dans la gestion politique, un peu plus fort à certains moments, dans certaines régions que d'autres. Mais je crois qu'une bonne part des difficultés de communication sont liées à l'éducation de la population, à l'incertitude, à l'éducation de la population aussi, à la question de la probabilité, puisqu'il y a, quand on utilise certaines mesures de protection, on se protège avec un plus grand niveau de probabilité que quand on en utilise d'autres, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment très compliqué à faire passer. Et on est en plein, je pense qu'on est en plein dans cette problématique de communication maintenant. Est-ce qu'il y a Yves, il faut que tu débloques ton micro. Oui, donc c'est vraiment une très très bonne question, cette question de l'évolution de la connaissance progressive. Alors il y a l'évolution de la connaissance sur le virus lui-même, et sur ce qu'il est, à quel moment il se propage, comment, sous quelle forme. Mais il y a aussi une connaissance plus générique de l'hygiène, de la protection, qui n'est pas valorisée et elle n'est pas faite. Parce que imaginez d'aller chercher un contrat de recherche sur de l'hygiène des mains, de l'hygiène des masques, etc. il y a 2-3 ans, on vous aurait rayonné en disant c'est quand même pas très sexy, ça intéresse personne, vous pourrez pas le publier de toute façon, parce que et là-dessus j'ai envie de nous donner à nous professionnels de santé publique une part de responsabilité qui est d'avoir oublié l'hygiène générique. C'est-à-dire, il y a des outils qui ont été des outils de tout temps pour se protéger, mais on n'a pas vraiment travaillé sur le sujet. Ça n'intéressait pas grand monde parce que c'est vraiment pas très alléchant. Roxane, je crois que vous voulez intervenir aussi sur le sujet. Oui, en fait, j'aimerais… juste pour faire du pouce sur ce que vient de dire M. Charpak, d'abord sur le port du masque, j'aimerais juste revenir sur le fait qu'il y a 2 mois ou 3 mois ou l'automne dernier, on voyait les gens qui portaient des masques. Dans l'esprit collectif, du moins au Québec, les gens qui portaient des masques étaient des gens qui étaient malades. Donc, on s'en éloignait. Vous voyez ce que je veux dire? On avait peur des gens qui portaient des masques. Il faut changer cette norme sociale. Il faut améliorer l'acceptabilité sociale du masque et bien comprendre, comme on le disait, que le masque est fait pour protéger les autres dans le contexte de la pandémie et pas du tout parce qu'on est malade et qu'on est quelqu'un de dangereux. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Sur l'incertitude, il y a 2 angles. En fait, il y a l'incertitude basée sur les données probantes qui arrivent au compte-gouttes et comme disait une collègue immunologue, on construit l'avion en volant, donc c'est difficile de savoir où on s'en va. Mais il y a aussi l'incertitude basée sur ce qu'on peut analyser sous l'angle de l'adaptation des normes et des mesures aux différentes populations. Et on le voit, certains sous-groupes sont plus hermétiques, certains sous-groupes comprennent moins les recommandations, la dynamique de transmission et sont plus difficiles à convaincre sur les mesures de distanciation physique, par exemple, ou la recommandation du masque. Donc, c'est 2 choses vraiment différentes et on sait que les comportements des individus sont conditionnés par leurs croyances et leurs connaissances et c'est là-dessus qu'il faut jouer en fonction des sous-groupes de la population pour pouvoir adapter les discours des autorités de santé publique. Oui, Monsieur Sabri, je vous en prie. Oui, je voulais ajouter qu'en plus des incertitudes donc, sur le virus, sur la transmission et un certain nombre d'éléments qui, bien sûr, impactent un peu la prise en charge donc, au niveau de la maladie, etc., il y avait
dimension culturelle qui était quand même assez intéressante, en voyant un peu l'attitude dans les différents pays. Donc, on s'est rendu compte que quand même, les populations ont réagi d'une manière un peu différente selon le vécu culturel. Donc, par exemple, si on prend le cas du masque, dans les pays d'Asie, donc c'est presque un peu dans la culture des gens de l'utiliser contre la pollution, mais aussi pour se prémunir contre la transmission de certaines maladies, etc. Donc, ce qui fait que c'était relativement assez facile à faire accepter. Donc, alors que dans d'autres cultures, donc, ce n'était pas quelque chose qui était dans des traditions, etc. De même que la façon de se dire bonjour, d'être ensemble, des gens dans certaines réunions sociales, etc. Ce qui fait que l'analyse comparée ou bien l'étude de ce qui s'est passé dans d'autres pays était quand même assez instructive, donc en voyant un peu l'importance de cette notion culturelle qui pourrait éventuellement être un élément d'appropriation par la suite dans les pays. Ce qu'on avait constaté aussi, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société civile était quand même a joué un rôle assez important, donc au niveau de l'éducation de la population, donc pour le port des masques. Et là, en plus des réseaux sociaux, donc on a vu un certain nombre d'associations qui se déplaçaient sur les espaces publics, surtout les commerces, etc., pour essayer disons, propager l'idée d'utiliser le masque. Il y en a qui le distribuaient même gratuitement dans certains espaces. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un problème d'offre donc au début, mais maintenant c'est devenu quand même assez disponible. Et les volontaires donc, de la société civile étaient quand même assez actifs à ce niveau-là pour, disons, faire approprier par la population ces mesures donc barrières. Je voulais revenir aussi aux indicateurs. C'est vrai qu'on avait des indicateurs tout à fait au début sur essentiellement les gens qui n'ont pas respecté le couvre-feu essentiellement. Donc là, les mesures étaient assez draconiennes. Il y avait beaucoup de saisies, de permis, de voitures, etc. qui pourraient être... Mais sur le plan de l'efficacité, en quelque sorte, de ces mesures barrières, c'était plutôt les données à caractère épidémiologique qu'on suivait, donc au niveau de cellules de veille. Donc, je fais partie d'une cellule de veille au niveau de l'Académie nationale de lettres et des sciences. Il y a aussi une cellule de veille au niveau du ministère de la Santé. Et ce sont les chiffres que nous voyons de l'évolution de l'épidémie. Ça fait maintenant le 5e jour que nous avons 0 cas déclarés donc, au niveau du pays. Le chiffre jusque-là est quand même relativement gérable. Nous avons à peu près 1000 cas. Donc, si on compare avec des pays limitrophes, des pays qui sont de la région, etc., qui ont plus ou moins le même contexte, etc., on a constaté que peut-être ces mesures ont porté leurs fruits indirectement en voyant un peu la courbe s'aplatir et en voyant un peu donc, une maîtrise relativement correcte de la situation épidémiologique. Mais, bien entendu, tout est difficile à cerner d'une manière précise parce que comme on ne connaît pas le virus, toutes les surprises peuvent exister. Et c'est le message actuellement qui est entretenu par les autorités sanitaires en disant que même si les chiffres que nous avons sont rassurants, il faut quand même rester vigilant. Voilà. Alors,
je vous écoute. Moi qui viens de la lutte contre le VIH, je suis tout à fait intéressé d'entendre les choses sur le masque, les perceptions, les représentations, parce que j'ai l'impression qu'à certains égards, finalement, il s'est passé la même chose sur le préservatif pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire, la personne qui le porte ou le propose doit être malade, enfin, doit être porteuse du virus, etc. À votre avis, parce que je parle du VIH, mais il y a évidemment d'autres phénomènes infectieux émergents, etc. Quelles leçons on peut tirer et de quelles expériences? Parce qu'il y a une multitude d'expériences des dernières décennies. Sur quel principe on peut s'appuyer et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous parliez des masques en Asie, tout ça n'arrive pas par hasard. Alors, il y a la pollution, il y a aussi des phénomènes infectieux préalables. Qui a envie de prendre un peu la parole sur les leçons tirées de ces dernières décennies, on va dire? Je peux me lancer si vous voulez. Allez-y. En fait, c'est difficile de tirer des leçons puisqu'on a exceptionnellement, si ce n'est jamais vécu, une situation extrême comme celle-là où on a un virus qui est hyper contagieux et qui, en fait, décime les populations les plus âgées apparemment. Et puisque, en tout cas, comme je dis, les données sortent au fur et à mesure, mais chez nous, au Québec, 98% des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Donc, dans ce contexte, comme je le disais tantôt, c'est difficile de tirer des leçons de situations qu'on n'a jamais vécues. Par contre, si on reste sur… Et en fait, confiné comme ça, on l'a fait avec la grippe espagnole, mais ça date d'il y a très longtemps et on n'a pas tant de données probantes qui restent là-dessus. Par contre, sur le port du masque, mais c'est sûr qu'il va falloir changer les normes sociales et adopter des comportements comme ils le font en Asie. Il va falloir aussi, il y a une modélisation mathématique qui vient de sortir de Harvard qui montrait que les mesures de distanciation physique risquent d'être prévalentes jusqu'en 2022 et peut-être après. Donc, il va falloir qu'on change complètement les comportements et qu'on maintenant que ce soit un réflexe de garder cette distanciation physique et d'adopter le port du masque dans les lieux publics et les endroits clos. Chantal, je vous en prie. Moi, je dirais, j'ai suivi bien sûr toute l'évolution des stratégies dans le domaine de la prévention du VIH, mais je dirais un peu de loin, ce n'était pas ma spécialité. Je pense qu'ici, on est face à un virus qui va peut-être toucher beaucoup plus de domaines de la vie sociale, voire tous les domaines de la vie sociale. A priori toutes les catégories de population, vu le peu que l'on connaît sur ces modes de transmission, vu les possibilités de transmission asymptomatique. Et donc, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce qu'au-delà de faire passer et d'expliquer les différentes normes sociales de distanciation, de protection par le port du masque, le grand retour de l'importance du lavage des mains. Je suis assez d'accord avec Yves sur le fait qu'on avait un peu négligé cet aspect-là de l'éducation à l'hygiène. Je crois que c'est vraiment important d'avoir une éducation un peu approfondie pour que les personnes puissent adapter ces normes aux différents contextes dans lesquels ils vont se trouver. Autrement, la vie va devenir invivable parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines de la vie pour lesquels le respect strict de la distanciation physique va être un handicap. On voit déjà que les personnes qui sont pour le moment les plus anxieuses, là on vient de sortir une enquête ce matin, c'est les moins de 26 ans, ceux qui souffrent le plus de cette distanciation physique, on a bien sûr parlé des personnes âgées, mais je crois que ce sont les plus jeunes. Et donc, on va devoir leur apprendre à, je dirais, jouer avec ces normes sociales pour les appliquer ou les appliquer un peu moins dans les contextes où c'est un peu moins dangereux. Donc, on a intérêt à avoir une éducation, je dirais, assez approfondie et assez nuancée
sur la question de ces modalités de prévention contre le coronavirus, d'autant que ça va durer longtemps, comme vient de le rappeler Roxane. Donc, finalement, je te donne la parole, Yves. Comment on ménage de la souplesse dans ce cadre-là pour les individus? Je t'en prie, Yves. Ton micro, pardon. Simplement, quand même une impression de... c'est vrai qu'il va falloir s'habituer à ce que ces gestes-là soient plus présents. En tout cas, on va pas sortir de la crise pendant l'été, on va pas en sortir à la fin de l'été, sauf miracle. Et donc, il faut quand même qu'on apprenne à se protéger un peu plus qu'on ne le faisait dans le passé. On ne va pas revenir à une vie qui est celle d'avant. Et le masque en fait partie, la distance physique aussi, le lavage des mains aussi. Mais pour ça, du coup, on a besoin effectivement d'un changement culturel, parce que c'est un changement culturel fort pour nos sociétés, pour les plus jeunes, mais aussi pour les autres. Et ce changement, on ne l'aura pas si ceux qui nous gouvernent, et je prends toute l'échelle là de la gouvernance du plus petit niveau au plus grand, il n'y a pas que les leaders nationaux, ne donnent jamais l'exemple. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes à une époque où réellement, quand on regarde la télévision, quand on voit les images, il est clair que nos dirigeants, les services publics en général, les policiers qui contrôlent, ne mettent pas de masque. Donc il y a un moment où l'exemplarité devient absolument essentielle pour au moins faire passer l'idée que c'est important. On ne peut pas demander à des citoyens et les menacer d'amende quand ils vont aller dans des transports en commun sans masque, et qu'en même temps, ceux qui les verbalisent éventuellement n'auront pas de masque. Enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose de totalement inconséquent. Et donc, cette question-là de l'exemplarité, je crois qu'elle est essentielle pour la gouvernance. Une gouvernance doit être exemplaire. Alors, on dit ça, c'est facile à dire, mais elle doit être exemplaire en ce moment de façon très forte, pour que au moins cette brutalité du changement culturel qui s'impose à nos sociétés. Et c'est pas vrai de l'Asie. Moi, j'étais en Asie début janvier. Effectivement, il y avait un épisode de rhinopharyngite viral qui circulait, et dans le métro, il y avait 80% des gens qui avaient des masques. Ça paraît tout à fait naturel, on met un masque, on ne sait pas si on est malade, si on veut. Mais chez nous, à Paris, tout le monde tousse dans le métro sans jamais prendre la moindre précaution. Donc il y a un vrai changement à faire de ce point de vue-là, qui ne peut venir pour moi quand même que, en tout cas pour une bonne part de l'exemplarité. Et après, il y a des citoyens qui ont pris ça en main. Quand on voit tous les petits ateliers de couture qui ont fait des masques, tous les gens qui se sont mobilisés pour faire… Et c'est un mouvement très fort et qui est en train peut-être d'être dévalorisé en disant « mais vos masques ne sont pas aux normes, donc c'est plus ce qu'il faut porter ». Alors, on sent bien que là encore, on dévalorise quelque chose qui est un vrai engagement des citoyens pour se prendre en main eux-mêmes. Alors, il nous reste une grosse dizaine de minutes. On a reçu 2 questions, donc j'ai envie de vous les poser avant qu'on ferme. Monsieur Sabri, je vous en prie, une réaction à ce que disait Yves Charpak. C'est juste pour répondre un peu dans le même sens qu'Yves, en disant que puisqu'on doit vivre avec cette pandémie, il ne faut pas que ces mesures supplémentaires et conjoncturelles, par exemple le port de masque et autres, occulte le reste des actes de santé publique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier quand même les autres mesures de prévention qui doivent toujours être renforcées. Et nous avons eu récemment donc, une photo qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux qui montrait le ministre de la Santé tunisien en train de distribuer devant le ministère, dans un carrefour assez actif, des masques à un motocycliste. Et le ministre ne s'est pas rendu compte que le motocycliste n'avait pas mis son casque. Donc, du coup,
les gens ont commencé à dire qu'il fallait plutôt recommander le casque plutôt que le masque, parce qu'effectivement, cette personne pourrait mourir du fait que le casque n'est pas porté et non pas du coronavirus. Donc, là, effectivement, c'est un problème important à souligner. Et encore une fois, je termine en disant que les réseaux sociaux ont beaucoup joué donc, à ce niveau-là, notamment par l'apprentissage, par certaines vidéos de mesures qui permettent de confectionner nous-mêmes donc nos masques à la maison, de faire en sorte que l'alcool aussi, le gel hydraulique puisse être fabriqué localement, des ingrédients locaux qui ont été développés. Et là, ça a été quand même assez important pour soutenir un peu ce mouvement. Merci. Alors, dernière ligne droite. Roxane, d'abord, il y a une question sur le Québec qui vient d'un ancien Québécois qui s'appelle Valérie Reed, chercheur en santé mondiale, qui vous demande comment expliquer la différence, enfin, le décalage entre l'exemplarité des Québécois et la propagation du virus qui semble quand même plus importante que dans les autres provinces canadiennes. Et avant de vous laisser répondre, j'annonce la question qui, pour le coup, est générale, qui nous vient de Sandrine Ancar, qui travaille à l'IREPS de Nouvelle-Aquitaine et qui vous demande, certes, c'est un virus universel, néanmoins, comment on se prémunit, ou disons, on essaye de mitiger le risque d'un creusement ou de l'enjeu des inégalités sociales et territoriales de santé avec cette épidémie qui se prolonge. Donc, Roxane, je vous donne la parole pour le Québec et vous pouvez enchaîner sur l'autre question si vous voulez. Après, je vous demanderai à tous et toutes, si vous le voulez bien, de dire quelques éléments sur cette question des inégalités. Alors, merci. D'abord, j'aimerais saluer mon collègue Valérie et le remercier pour sa question. En fait, oui, il a raison. Au Québec, on a une énorme recrudescence d'infections et de décès. C'est très fort. On a un nombre de cas d'hospitalisation et de décès très élevé par rapport aux autres provinces. Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas dans tout le Québec, c'est uniquement dans la grande région de Montréal. Le reste du Québec est déjà en décroissance. Le nombre de cas a baissé. On vient de réouvrir et ça va très bien. La majorité, la très très grande majorité des cas, infections et décès se situent dans la grande région de Montréal. Pourquoi ? En fait, il faut savoir qu'au Québec, on a eu la semaine de relâche. Alors, ce qu'on appelle la semaine de relâche, c'est vos congés de février, je pense. On a une semaine qui s'est déroulée le 4 mars. Or, les frontières ont fermé le 16 mars. La frontière canadienne a fermé le 16 mars et les autres provinces ont eu leur semaine de relâche au cours du 16 mars ou après. Par exemple, en Ontario, c'était le 16 mars, en Alberta, le 23 mars, en Colombie-Britannique, le 22 mars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe un hiver au Québec et qu'on a beaucoup de neige, on profite de la semaine de relâche pour aller dans le sud, pour aller aux États-Unis, pour aller prendre un peu de chaleur. Et c'est ce qui s'est passé, comme toutes les années. Donc, une grande partie des Québécois sont sortis du Québec, sont allés chercher le virus partout sur la planète et l'ont ramené juste avant qu'on ferme la frontière canadienne. Donc, en bref, c'est un élément de réponse sur le nombre de cas qui s'est tant développé au Québec. En fait, tous ces gens-là qui sont allés à l'extérieur, après, sont allés dans les résidences de personnes âgées, de retour de leur voyage, saluer leurs parents et leurs grands-parents qui se trouvaient dans les EHPAD, si je peux dire. Et là, c'est parti comme un feu de brousse, si je peux dire. Dans les EHPAD, ça a été catastrophique chez nous, le nombre de cas et les éclosions partout dans les EHPAD. Donc, ça, c'est un élément. Puis l'autre élément, c'est encore le port du masque obligatoire dans les EHPAD qui a été uniquement imposé le 4 avril et la pénurie de ressources humaines en santé qui fait qu'on fait appel à des agences d'intérim, donc des travailleurs de la santé qui se déplacent d'un établissement à l'autre, d'une zone chaude à une zone froide et qui transmettent le virus dans les différents bâtiments et dans les différentes ailes des bâtiments. Évidemment, depuis disons, un mois, le gouvernement essaie de prendre des mesures pour que ça ne se produise pas, mais c'est très difficile quand on manque de ressources humaines. On a plus de 12 000 travailleurs de la santé qui sont absents, ce qui représente un énorme pourcentage chez nous de travailleurs de la santé. Donc, j'espère que ça répond à la question de Valérie. Écoutez, on lui demandera. Allez-y si vous voulez enchaîner.
L'autre question, c'était sur les enjeux. Est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Oui, en fait, l'enjeu, c'est celui des inégalités sociales et ou territoriales face à cette épidémie, qui a par ailleurs une sorte de caractère universel. Mais on sait jamais, on sait que l'universel, c'est jamais vraiment universel. Donc, il y a des enjeux potentiellement de création ou d'accentuation d'inégalités. Comment vous envisagez ça tous les quatre? Absolument. En fait, on l'a vu avec la fermeture de tous les établissements, les commerces, etc. La première chose qui a été un gros enjeu au Québec, c'est que dans les banques alimentaires, dans les organismes communautaires qui soutiennent les personnes vulnérables, les défavorisées et les aînés, ce sont généralement des bénévoles qui avaient 70 ans et plus, à qui on demandait de rester chez eux. On recommandait fortement de rester chez eux et de se confiner. Donc, tous ces organismes qui venaient en soutien aux personnes défavorisées, aux personnes vulnérables, se sont retrouvés sans bénévoles et ont eu beaucoup de difficultés à subvenir aux besoins de la population défavorisée et vulnérable. Et donc, ça a exacerbé, c'est sûr, les inégalités sociales et de santé à ce niveau-là. On a essayé après de recruter des jeunes, des adolescents qui justement étaient dans des écoles secondaires, ce qu'on pourrait dire des lycées chez vous ou à l'université qui en fait étaient confinés et ne faisaient rien. Et finalement, on a essayé de les recruter pour venir aider dans ces organismes-là. Ça a été des mesures qui étaient mitigées, disons, mais c'est sûr qu'il va falloir y faire attention, comme le souligne cette dame. C'est quelque chose il y a des mesures qui vont devoir être mises en place pour ne pas accentuer la pauvreté, la défavorisation et pour continuer de permettre aux personnes défavorisées vulnérables d'accéder aux banques alimentaires, aux organismes communautaires de soutien. Ça va être des mesures très importantes à mettre en œuvre. Mais alors, du coup, si je peux circonscrire un tout petit peu plus vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impact différencié ou de différenciation de la façon dont ces recommandations et normes comportementales s'appliquent sur les différents groupes de population, éventuellement sont sanctionnés différemment, enfin leur non-respect est sanctionné différemment. On a vu en France probablement des vagues de verbalisation bien plus importantes dans certains départements qui sont socialement ségrégés que dans d'autres. Comment, enfin, Chantal, vous avez levé la main, je vous en prie. Oui, je ne suis pas sur votre dernier exemple, François, parce que là, je n'ai pas de données sur effectivement un surcroît de verbalisation sur des territoires qui concentrent des populations plus précaires, plus défavorisées. Oui, il y a eu une petite échauffourée dans un quartier de Bruxelles, mais ça a été un incident relativement isolé. Par contre, je crois que dans la période que nous avons devant nous, la longue période que nous avons devant nous, déjà l'accès aux moyens de protection, on a beaucoup parlé des masques, eh bien, ça peut être rendu plus difficile dans certains types de populations. Vous avez des masques en tissu, on vous demande de les laver à 60 degrés à chaque fin de journée. Ça suppose effectivement des machines à laver le linge, ça suppose de faire des machines alors qu'elles ne sont pas pleines, donc l'eau, ça a un coût, etc. On a moins facilement accès pour le moment au sport collectif, donc les personnes qui pourront refaire du sport, c'est des personnes qui font des sports qui permettent une certaine distanciation sociale. Ce ne sont pas nécessairement les sports qui sont les plus accessibles aux populations défavorisées, et surtout, je pense qu'on peut, en tant qu'acteur de santé publique, on doit absolument tenir à l'œil la crise économique face à laquelle on va se trouver et qui va maintenir et puis précipiter de plus en plus de populations dans des conditions de vie difficiles. Et donc, je crois que ça dépasse de loin l'adhésion aux moyens de protection. Très bien, merci. Monsieur Sabri, puis Yves, peut-être, et on va aller à la chute de notre temps de dialogue.
C'est juste pour enchaîner sur les terminaux sur la santé. Donc, on a constaté, de par le monde d'ailleurs, dans tous les pays, qu'effectivement, ces déterminants ont joué un rôle important dans les différentes phases de la gestion donc, de cette pandémie. Et en rapport avec les mesures de confinement et de distanciation donc, physique et sociale, ces déterminants ont été mis en relief par le fait qu'on ne pouvait pas demander à des familles qui vivaient dans une situation de promiscuité, parce qu'ayant des conditions difficiles donc, de logement, de respecter l'autoconfinement tel que annoncé donc, d'autant plus que ces gens-là qui n'avaient pas de ressources, qui ne pouvaient pas travailler, qu'on ne pouvait pas toucher avec justement l'aide sociale de l'État, etc. Donc il fallait bien trouver cette situation, et un certain nombre de personnes ont défié un peu ces mesures parce qu'effectivement, ils avaient faim, ils voulaient travailler, etc. Et une mention très spécifique aux migrants et aux réfugiés qui, eux, vivent dans des conditions difficiles. Ils sont nombreux dans des petits appartements, etc. Et effectivement, ça a été un peu mal vécu, un peu cette situation. Certains ont même été menacés d'être mis à la porte par les propriétaires de leurs appartements, etc. Donc, ces déterminants étaient quand même assez importants pour dire qu'on doit les prendre en considération toujours et essentiellement pendant ces périodes difficiles de pandémie. Merci beaucoup. Yves, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce sujet? Juste un mot très rapide. On sait qu'en temps hors Covid, on était déjà avec des problèmes de santé qui étaient plus ou moins bien pris en charge et selon des déterminants économiques et sociaux identifiés. Donc, ça ne peut pas s'arranger. Dans ce cadre-là, ça ne peut que s'aggraver. Et en particulier, ces questions sur les confinements viennent d'être évoquées par Belgacem Sabri. C'est sûr qu'il y a des zones géographiques, des endroits où ce n'est pas le grand confort d'un appartement agréable et d'une maison agréable, où rester enfermé pendant 2 mois n'est pas trop grave. On a les outils de travail à distance qui sont même fournis par la société et les entreprises éventuellement. Et avec un salaire qui arrive et qui a été garanti, ce qui n'est pas le cas de nombre de nos concitoyens qui ont des emplois plus informels, qui n'ont pas d'argent qui arrive. Et du coup, le confinement et les gestes barrières deviennent quelque chose qui sont un indicateur social par certains côtés, c'est-à-dire le respect de ces mesures-là va tenir lieu d'indicateur social dans certaines de nos sociétés, en n'oubliant pas que dans nombre de pays dans le monde aujourd'hui, pays qui ne sont pas parmi les plus pauvres, mais qui sont des pays émergents, eh bien, il y a plus d'emplois informels que d'emplois formels. Donc, les gens qui n'ont plus de revenus vont se trouver dans des situations très compliquées pour tenir les mesures de distanciation physique et autres. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Alors, merci à tous les 4 pour avoir participé à ce premier temps. Donc, c'était encore une fois une première pour la SFSP. Bon, 1 heure, c'est court, donc mais c'est intéressant d'avoir pu aborder ces différents sujets sur lesquels nous reviendrons évidemment parce que avec l'installation de ce phénomène épidémique dans le temps, on sera probablement amené à en rediscuter. Avant de vous quitter, d'abord, merci aux spectateurs et spectatrices, et puis merci à l'équipe de la SFSP qui s'est tout à fait mise en 4 pour vous proposer chaque jour de cette semaine européenne des informations et des témoignages et des récits. Et puis, Yves. Oui, juste pour ne pas oublier de dire que c'est une semaine européenne qui est lancée par IUFA, qui est la Société européenne de santé publique, dont nous sommes adhérents à la SFSP. Absolument, qui a organisé la conférence de Marseille à laquelle je pense un certain nombre ont participé. En tout cas, merci encore à vous 4 et à vous tous et toutes qui nous avez suivis, et à très bientôt sur YouTube et ailleurs.